Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petit changement, nous avons décidé d'ajouter la vidéo. Et pour ce 8e épisode de notre série sur l'export face au Covid, réalisé par Team France Export et Vitisphère. Ce matin, nous traversons le Rhin pour nous intéresser à l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Slovénie et la Suisse. Juste avant de réellement démarrer, je voulais vous dire que vous pouvez télécharger dès à présent la présentation. Elle est située dans la console. Vous pouvez donc récupérer le PDF. Et en premier lieu, j'accueille Santiago Diaz-Ehrenschmidt, chef du service vin et spiritueux, bière et cidre du Business France. Bonjour Santiago, comment allez-vous ce matin? Bonjour Marion, très bien merci, après ce long beau week-end. Bonjour à tous, merci à nouveau à toute la profession qui est vraiment ce moment de forte solidarité fait le relais de ces webinaires, Team France Export et Vitisphère, en particulier les agences régionales de développement, le CNIB, les interprofessions, mais aussi certains clusters. Donc vraiment tout le monde est solidaire et est intéressé par ces webinaires, ce 8e aujourd'hui, sur la série de 12. Donc Vitisphère et la Team France Export, nous sommes unis pour vous accompagner et vous préparer à cette reprise. Et on vous remonte donc régulièrement des informations marché. Et vous pouvez retrouver les replays de ces webinaires sur le site de Vitisphère. Sur le site de teamfrance-export.fr, vous pouvez aussi faire le suivi de la situation des marchés et du plan de soutien qui est en cours jusqu'à septembre. Vous pouvez aussi entrer en contact sur ce site avec votre conseiller international de proximité de la Team France Export, qui est à votre entière disposition pour vous accompagner en ce moment de reprise. Donc, je souhaite à tous les viticulteurs une très bonne floraison et à tous les participants à ce webinaire une très bonne reprise d'activité export que je souhaite très proche. Merci Marion. Merci Santiago. Oui, je pense que la fleur est en train de bien se passer. Il y a eu très peu de dégâts climatiques ce printemps et c'est plutôt bon signe pour la vigne. Alors, on va revoir un petit peu comment on fonctionne. Vous savez d'ores et déjà que nos intervenants vont d'abord prendre la parole et qu'ensuite nous prendrons un temps de questions. Pour poser vos questions, vous avez deux solutions. Vous pouvez le faire soit par écrit, soit par oral, grâce aux outils qui sont dédiés dans la console. Pour les questions écrites, vous ouvrez la console à droite de l'écran en cliquant sur la flèche, vous tapez votre question, vous indiquez éventuellement à qui elle s'adresse et vous l'envoyez. Je me chargerai de poser les questions, éventuellement de regrouper les questions qui portent sur le même sujet. Pour les questions orales, cliquez sur la main quand le voyant devient vert. La parole est à vous. N'oubliez surtout pas d'allumer votre micro et si jamais vous avez cliqué par erreur sur la main, eh bien recliquez dessus pour désactiver la demande. Voilà pour ce qui est de notre mode de fonctionnement aujourd'hui. Et sans plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir nos intervenants. Pour les Pays-Bas, nous accueillons Joris Schnelten, CEO de Delta Wines, interviewé par Michel Lenné du bureau France Export aux Pays-Bas. Chris Lisbon, président de la Gilde des sommeliers de Belgique, sera interviewé par François Titon de la CCI France-Belgique. Pour l'Autriche, c'est Sergio Nordon qui nous donnera un écho de son marché. Il est PDG de Louvain et il sera interviewé par Jean-Denis Maurichon de Business France Autriche. Mais avant d'entendre leurs témoignages, nous allons nous intéresser à l'Allemagne avec Sacha Spicer, rédacteur en chef du Meiningers, sommelier et rédacteur adjoint du Weinwirtschaft Meininger Verlag, qui a eu la gentillesse de se prêter au jeu du webinaire et d'enregistrer son intervention. Nous l'écoutons. Bonjour à tous, nous allons l'écouter un peu plus tard. Nous allons déjà planter le décor, Marion, Oui. et parler déjà d'un ordre plus général de toute la zone rhénane. Donc bonjour à tous. Je coupe la caméra. Voilà, vous voyez Joris, Sergio qui sont déjà connectés. On les retrouve un peu plus tard. Je coupe la caméra et c'est parti. Bienvenue en zone rhénane. Je n'arrive pas à faire défiler.
Voilà. Bienvenue en zone rhénane. Donc nous, c'est le Rhin, notre colonne vertébrale qui traverse avec ses 13 affluents notre zone. Ce sont 7 pays au total. Nous sommes donc tous producteurs et amateurs de vin et de bière. Donc c'est l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Donc nos pays sont avant tout pragmatiques, aiment l'authenticité, la convivialité, la réactivité et la créativité. Donc, nous avons 7 pays face au Covid-19 en une petite heure à traiter. Ce webinaire donc, a été préparé par toute l'équipe de la zone rhénane et chacun de vous a un projet export différent. Et donc, pour vous simplifier la tâche, nous avons prévu pour vous 7 couleurs repères. Donc, la couleur tout simplement marquante de chaque drapeau et un seul présentateur que je suis pour les prochaines minutes. Problème à passer. Alors, quelques chiffres pour commencer. Donc, la zone rhénane est composée de 132 millions d'habitants. Donc, il y a des pays de tailles différentes avec un PIB par habitant élevé, voire très élevé, qui était en croissance dans tous les pays en 2019. Nous avons 2 Suisses. Donc, tout d'abord, la Suisse helvétique et aussi la Slovénie. La Slovénie, c'est la Suisse des Balkans. Par son niveau des infrastructures, sa façon d'agir, ils sont plutôt ordonnés, autodisciplinés et le PIB, c'est aussi le PIB le plus élevé des nouveaux pays membres de l'Union européenne. Et donc, c'est l'occasion pour nous de saluer notre Slovène de l'équipe, Maya, qui nous écoute et pourra répondre à vos questions en fin de ce webinaire. Notre monnaie commune est l'euro, sauf bien entendu pour la Suisse. Et donc, si vous parlez allemand, néerlandais et italien, vous serez vraiment le king de notre zone rhénane, à savoir tout de même que les importateurs parlent en général tous anglais et un certain nombre, bien entendu, français, notamment en Belgique et en Suisse et aussi au Luxembourg. Passe à la prochaine slide. Alors, vous avez été privé de la finale de l'Eurovision à Rotterdam aux Pays-Bas. Nous vous avons préparé un Eurovision des boissons avec le classement des exportations françaises pour nos pays. Donc pour le vin, tous les indicateurs sont au vert. 3 pays sont dans le top 10, donc Allemagne, Belgique, Suisse. À savoir qu'un quart des vins français sont expédiés dans notre zone qui a une culture vin donc très marquée. Pour les spiritueux, nous sommes un peu plus en recul, un peu moins consommateurs. À noter pour les bières, 4 pays sont dans le top 10, dont l'Allemagne, ce qui peut paraître étonnant. Des progressions records sont enregistrées. Donc aux Pays-Bas, plus 49%. En Allemagne, plus 69% et en Slovénie, plus 88%. Pour les cidres, l'Allemagne est très largement en tête et c'est l'occasion pour nous de saluer notre spécialiste cidre de l'équipe, donc Teresa Fabro, qui est basée à Düsseldorf. Et les cidres deviennent vraiment une valeur sûre dans notre zone. Alors, la situation actuelle. Nous sommes dans une dynamique de retour progressif à la normalité. Le confinement avait été décrété le 16 mars dernier, sauf en Belgique, le 18 mars. Il y a 3 pays, donc Allemagne, Suisse, Pays-Bas, qui étaient en confinement autoresponsable, avec une réglementation donc plus souple et la possibilité de sortir librement. Le gouvernement slovène a été le premier pays de l'Union européenne à annoncer le 14 mai dernier la fin de l'épidémie du Covid-19. Donc, ça a été la fin de la mise en quarantaine de 7 jours, notamment pour les voyageurs étrangers. Au niveau de la zone, nous aussi, donc les gestes barrières prévalent, notamment avec la formule AHA, donc contre le corona, mise en place par l'Allemagne, donc A comme Abstand, donc la distance de 1,50 m, le H de Hygiène, donc pour tout ce qui est hygiène, mesure d'hygiène, et le A de Alltagsmaske, donc pour le masque, le port du masque grand public.
Nous sortons du confinement, mais nous avons fait une croix sur un très grand nombre d'événements, donc notamment Provine, le Marathon de Vienne, le Koningsdag, l'Euro 2020 aussi à Amsterdam et à Munich, le Festival de la bière et des fleurs à Lajko dans l'est de la Slovénie, ou encore la fameuse célèbre Oktoberfest à Munich. Donc un bonjour particulier à nos collègues parisiennes, aussi impactées par le report des événements de la zone, donc Christine, Mélanie, Clémence pour l'équipe Provine et aussi Fabienne pour les Testing France. Au niveau des restaurants, ils réouvrent progressivement dans la zone. Les pays du Benelux ne le feront qu'en juin. Et c'est l'occasion de s'intéresser à l'Allemagne. Donc le Covid-19 nous a rappelé que le pays était vraiment un État fédéral. C'est vraiment au niveau des Länder, donc des régions, que les règles sanitaires ont été mises en place. Les 16 Länder n'ont pas réussi donc à s'harmoniser pour la sortie du confinement, chacun ses règles. Donc pour les restaurants, par exemple, nous dans notre région, les restaurants ont commencé à réouvrir le 11 mai. En Bavière, ce n'était en terrasse que pour le 18 mai et c'est aujourd'hui pour les restaurants intérieurs. Et par exemple, les restaurants de la Saxe, donc à Leipzig ou à Dresde, doivent avoir des cartes menus facilement lavables avec un linge humide, donc chacun ses règles. Donc voilà pour planter le décor. Donc il est temps à présent d'écouter notre premier intervenant, donc Sascha Spacher, qui est donc le rédacteur adjoint du Weinwirtschaft, la première revue des professionnels du vin en Allemagne, et il nous a préparé donc un édito sur le Covid-19 et le vin outre-Rhin. Donc Anna Magneto, s'il te plaît, c'est à toi. Bonjour à tous, je me permets de me présenter brièvement. Je travaille pour Meininger Verlag, c'est la maison de publication spécialisée dans le métier des boissons en Allemagne. Je suis rédacteur en chef de Meininger Sommelier, un titre qui s'adresse à la scène des bars à vin et les restaurants étoilés. En plus, je travaille pour Weinwirtschaft, c'est le magazine professionnel du métier du vin, des cavistes, importateurs, grossistes, tout le segment commerce du vin. Pour parler de la situation vin dans les temps de Corona, il faut prendre deux perspectives différentes, c'est le marché et la production. Et je voudrais bien commencer avec le marché. Il y a plusieurs segments qui ont bien profité de la situation, c'est spécialement la partie de discounter et la grande surface, mais seulement l'échelle des prix jusqu'à 4 €. Alors le premier prix, on a regardé une monte des ventes environ de 30% dans les mois mars-avril, c'était énorme. Et la deuxième partie du marché qui a profité énormément, c'est la vente par correspondance avec les webshops. Un exemple, c'est pas un exemple français, mais c'est un exemple portugais, un caviste à Berlin qui a en plus un webshop sur les vins portugais, m'a dit il a eu la meilleure période depuis longtemps. Il a comparé avec la situation, les ventes pendant le championnat d'Europe de football à Portugal. Et vous savez, c'était en 2004. Alors, c'était un long temps et c'était une phase énorme, avec des ventes beaucoup plus que normales. À l'autre côté, on a bien sûr certaines parties du marché qui ont des grands problèmes. Ce sont tous les professionnels du vin, tout le commerce du vin qui s'adressent à la gastronomie parce que la gastronomie était fermée, comme en France. Et ici, on a presque pas de chiffre d'affaires les dernières semaines. Alors on a une situation bien différente. Et le deuxième point important qu'il faut regarder, c'est le fédéralisme en Allemagne. Alors on a des pays en Allemagne comme Bayern, Bavière,
À Bavière, c'était possible à ouvrir pour les cavistes, et à côté, à Baden-Württemberg, tous les cavistes étaient forcés de fermer. Alors, on a un développement très particulier sur le marché allemand. Maintenant, nous sommes en train de normaliser tout le commerce. Les magasins sont ouverts et on peut dire que les ventes chez les cavistes vont se normaliser pendant les prochains mois. La gastronomie, il faut regarder vraiment le développement avec les règles de distance et tout ça. Le nombre de visiteurs, c'est limité, et de cette raison, pas tous les restaurants, pas tous les bars ont décidé d'ouvrir. Quelques gastronomes ont calculé que c'est pas la rentabilité possible, et de cette raison, ils restent fermés. Il faut vraiment regarder le développement les prochaines semaines, mais en général, on a l'espoir d'avoir une deuxième moitié de l'année presque normale. La situation de la production, c'est différent. Tous les producteurs du vin, tous les domaines qui sont fortement dans l'exportation, ils ont des grands problèmes, c'est clair. L'exportation à partir de certains pays comme la Suède, où ça marche plus ou moins normal, mais la plupart de pays d'exportation, c'était aussi fermé. Et de cette raison, on a une grande réduction des ventes du vin. Aussi les domaines qui sont spécialisés à la vente au privé, spécialement aux touristes, ont des grands problèmes les derniers mois, parce que le tourisme était zéro en Allemagne comme toute l'Europe, et pour eux c'était très difficile de trouver des autres chaînes de distribution. Alors cette partie des producteurs a des grands problèmes. Bien sûr, les livreurs de la grande surface ont bien profité parce que la demande était là, et tous les consommateurs ont fait les achats, particulièrement dans les grandes surfaces et discounters. Alors les livreurs de cette partie du marché ont bien profité. C'était trop court d'établir un webshop pour un producteur. C'est la même chose pour les cavistes. Les gens qui ont eu déjà un webshop professionnel ont bien profité, ont fait un très bien business en printemps, mais les gens qui ont essayé d'établir ça vitement dans quelques mois, bien sûr c'était très compliqué. De trouver la clientèle, tout ça, c'était pas facile. C'était possible en Allemagne de livrer les vins aux clients sans contact, mais c'était possible de poser les caisses avant la porte. Et certains producteurs ont fait ça. Ils ont visité les clients dans tout le pays. Alors, Hambourg et Munich, ils ont fait des tours pour livrer les vins, et c'était aussi pas si mal. Alors, ils ont bien réalisé la situation sans des grandes fautes. Voilà, c'est un peu la situation en Allemagne, et on verra ce qui se passe les prochaines semaines. Merci bien. Vielen Dank, Sacha. Merci, Sacha. Donc, parlons à présent des nouveaux comportements au niveau de la consommation qu'on a constaté durant le confinement. On a tout d'abord une hausse des ventes de vins locaux, surtout en Allemagne, en Autriche, en Slovénie et en Suisse. Également ce phénomène de one-stop shopping, donc l'idée qu'on s'arrête à un seul magasin pour faire le plein, donc notamment en Allemagne, en Slovénie et Belgique. Donc c'est surtout pour au niveau de l'Allemagne, c'est fini ce temps où on butine de magasin en magasin pour acheter en fonction des promotions. On sort très peu et on se concentre donc sur un seul magasin, et au lieu que ce soit un achat quotidien, c'est plutôt un achat hebdomadaire.
Comment passe-t-on nos soirées dans la zone rhénane? Alors, il y a deux écoles, il y a deux clans. Il y a tout d'abord les pays, on va dire, du Benelux, donc Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Donc, eux, c'est plutôt en mode apéro avec WhatsApp apéro, Skype apéro ou apéro FaceTime. Et le côté germain, c'est plutôt l'idée, je passe mes soirées à participer à des dégustations en ligne. Donc c'est ce phénomène d'achat à la propriété qui est complètement dématérialisé en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Donc c'est le côté authentique qui est recherché. On va passer la soirée avec le producteur qui va bien dans son salon, avec le chien qui passe derrière, l'enfant qui vient demander quelque chose à son père. Donc ça, c'est très, très, très apprécié en Allemagne, Autriche et Suisse. En revanche, les mousseux sont boudés, notamment en Allemagne, alors que c'est habituellement le premier consommateur de mousseux au monde, et en Belgique, car les mousseux sont jugés encore trop festifs, en temps de crise. Au niveau de la zone, on se découvre de nouvelles passions, des nouvelles passions à la maison avec les apprentis cuisiniers, les apprentis sommeliers et les apprentis mixologues. Donc, on se découvre des talents cachés à faire des cocktails surprises à sa femme, par exemple. Quelques chiffres intéressants. Donc, tout d'abord, en Allemagne, donc il y a un pic de consommation pour les alcools, on va dire forts, donc 31% pour les alcools blancs, 87% pour les alcopops et 11,5% pour les bières. Et c'est un autre chiffre qui est complètement opposé, on va dire, donc 40%, une hausse de 40% des bières sans alcool en Suisse pour la brasserie Feldschlösschen. Voilà, il y a quand même des différences au niveau de la zone. Ce qui est intéressant, c'est que l'alcool gagné en fait en désalcoolisant la bière, ça a permis de fabriquer du gel hydroalcoolique à partir de 235 000 litres d'alcool pur. Et donc, c'est l'occasion de remercier Flavie Tiquet, notre équipe à Zurich, pour cette bonne nouvelle. Sans transition, nous partons à Amsterdam, non pas pour une visite virtuelle de Heineken, le numéro 2 mondial, mais pour retrouver une grande dame et un grand monsieur, donc Michel Lenné, notre collègue, qui est en entretien avec Joris Snelten de Delta Wines. Delta Wines, le premier importateur du pays, Rodendach. Goeiedag. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Michel, je travaille donc aux Pays-Bas chez Business France et je vous présente donc Joris Snelten qui est le CEO du premier importateur aux Pays-Bas qui s'appelle Delta Wine. Delta Wine importe des vins de 25 pays et travaille avec 246 producteurs partenaires. Et donc, je vais lui laisser la parole. Joris, merci d'abord d'avoir accepté notre invitation à parler de l'impact du Covid aux Pays-Bas. Je te laisse la parole pour que tu nous expliques la situation depuis le 16 mars ici aux Pays-Bas. Voilà. Joris, je crois que vous avez oublié de mettre votre micro. Voilà, bonjour à tous, ça fonctionne mieux. Bonjour à tous, les Pays-Bas, en plein soleil, comme vous voyez, ça c'est très bien. Nous sommes effectivement importateurs aux Pays-Bas, en République tchèque et en Pologne aussi. Et heureusement, nous sommes actifs dans plusieurs canaux de distribution, pas seulement la restauration, parce qu'effectivement, pour tous les importateurs qui sont purement spécialisés dans la restauration, ils ont des problèmes assez importantes, parce que la restauration, c'est en baisse avec environ 40% pour le moment, avec des restaurants même jusqu'à 90% de chiffre d'affaires qui est tombé, et ça, c'est grave. Bon, bien sûr, le consommateur n'arrête pas à boire, et il change des manières de consommation, et on voit surtout une augmentation sur le online. Là, il y a une augmentation de l'ordre de 35%, la moyenne, mais il y a certains joueurs type Vivino
qui font jusqu'à 200% de chiffre d'affaires en plus par rapport à l'année précédente. Bon, ça donne des problèmes logistiques hein, parce que tous ces cartons de vin, ils doivent passer par la poste et ils sont pas toujours capables à les faire transporter. Bon, les supermarchés, ils ont aussi les avantages à cause du corona. Là aussi, dans une augmentation importante de l'ordre de 6%. Si on regarde les ventes vin à la grande distribution, avant Corona, c'était en baisse. Ça veut dire, grâce à Corona, maintenant, ils reprennent la vitesse en vente vin. Bon, les magasins spécialisés, en fonction de leur location, s'ils sont bien placés, pas trop loin d'un supermarché, ils ont aussi des ventes en croissance. Bon, bien sûr, hein, on regarde dans le futur, qu'est-ce que ça va donner, parce que les 5 mois derniers, ils sont très spéciaux, mais qu'est-ce que ça va donner pour le futur? Bon, à partir du 1er juin, les restaurants vont être ouverts, mais avec une capacité limitée, 30 personnes en total, et avec des terrasses qui vont s'ouvrir. Bon, les communes vont être plus flexibles à ouvrir des terrasses plus grandes pour donner plus de capacité pour la restauration. Ce qui est bien, à partir du 1er juillet, ça peut être 100 personnes acceptées dans des lieux, mais pas plus que ça. Et pour tous les grands événements, type Lowlands, North Sea Jazz, ils sont interdits jusqu'au 1er septembre. Après, on verra, c'est pas sûr ce que ça va donner. Notre estimation, c'est qu'on va perdre environ un tiers, 25%, un tiers des restaurants, des locations aux Pays-Bas. Ça va être des restaurants qui ne vont pas rouvrir, qui n'ont pas la capacité de survivre avec une capacité limitée de nombre de places. Bon, qu'est-ce que ça va donner pour les risques de non-paiement? Bien sûr, c'est quelque chose qui nous concerne aussi, parce que ça peut donner un effet domino. Si les restaurants ne peuvent pas payer, ensuite nos clients sont peut-être pas capables de payer non plus. Bon, on fait beaucoup d'attention à cela. Si on regarde pour les 12 mois qui viennent, les spécialistes CHR industriels, ils disent que on va être sur 65% du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. On va perdre 35% aussi de chiffre d'affaires parce qu'il y a moins de capacité. Il y a aussi des consommateurs qui vont avoir peur d'aller dans des restaurants parce qu'ils ont peur de tomber en maladie. Bon, ensuite, il y a des questions par rapport aux vacances, aussi pour les Français. Bien sûr, j'imagine que vous souhaitez aussi recevoir les Hollandais. On va voir ce que ça va donner. Mais s'ils ne vont pas voyager, s'ils vont rester aux Pays-Bas, ça va donner un effet positif sur la consommation sur place, parce que le consommateur continue à boire du vin. Bon, ensuite, la grande distribution, ça va continuer à donner plus de concurrence. Ils vont essayer de se piquer du chiffre d'affaires. Ça va donner des promotions assez agressives, on pense. Et online, bien sûr, ça continuera. Hein, c'est sûr et certain. Il y aura un consommateur qui est beaucoup plus facile à commander online par rapport à l'année dernière. Et ça donne vraiment un changement du marché et du consommateur. Bon, si je regarde les opportunités pour vous comme vignerons, producteurs, et la santé, c'est important. Hein, et je pense que le consommateur se rend compte que la santé est le plus importante. Et ils vont s'intéresser encore plus dans les vins biodynamiques, des vins avec peu d'alcool ou pas d'alcool du tout, comme en bière. On voit les mêmes trends. Chez nous aussi, la consommation des vins sans alcool est en croissance importante. Bon, les clients, les consommateurs, ils vont chercher des vins avec une histoire pour se faire plaisir à la maison avec une histoire sur le vin. Et des autres opportunités, et je pense que ça on voit ça avec nos fournisseurs aussi. Il faut chercher le contact avec vos clients. Il faut leur demander qu'est-ce qu'il vous faut pour faire plus de succès, pour redynamiser les ventes. Et par exemple, pour nous, ça nous intéresse d'avoir certains lots de vins qui sont normalement vendus dans le CHR, qui sont maintenant pas vendus. Nous, on peut voir, par exemple, les vendre online ou chez des spécialistes. Et ça, il faut parler, il faut communiquer avec vos clients. Je pense que ça, c'est le plus important. Quoi d'autre? Ce qui est très important aussi, c'est de communiquer online, communiquer par des vidéos, des films que vous adressez à les consommateurs, aux sommeliers pour parler de vos vins, montrer votre cave, montrer votre vignoble pour faire vivre vos vins, parce que le online, ce sera quelque chose qui va prendre plus d'importance dans le futur.
Voilà, je pense que ça c'est tout que je souhaite expliquer sur les Pays-Bas. Bonne chance à tous. Merci Joris, c'était très intéressant. Heel erg bedankt. Donc, à présent, parlons des canaux de distribution. Donc, tout d'abord, les canaux de distribution bloqués sont avant tout le CHR, hein, et les lieux touristiques. Un grand nombre de restaurants ont tout de même livré à domicile. Même certains restaurants étoilés le font aussi. Donc c'est le cas en Allemagne, par exemple, de Vincent Moissonnier, 2 étoiles Michelin, qui livre lui-même les clients. Et c'est quelqu'un de très connu, notamment pour ses émissions sur Arte. En Allemagne, nous avons un seul 3 étoiles et c'est le restaurant Amador, et Juan Amador donc s'est opposé à la livraison à domicile. Toute son équipe était en chômage partiel, et à sa réouverture le 14 mai dernier, une coupe de champagne Krug était offerte les 2 premiers jours. Voilà, c'est quelques exemples. Au niveau des cavistes, en Allemagne, il y avait un quart des cavistes qui n'étaient pas autorisés à ouvrir, notamment donc dans le land du Bade-Württemberg autour de Stuttgart. C'est aussi le cas en Autriche. Une partie des cavistes avait fermé pendant le confinement. C'était plutôt un choix qu'autre chose, dû à une incertitude juridique, puisque les magasins d'alimentation avaient le droit d'ouvrir leurs portes, et beaucoup de cavistes propose un nombre plus ou moins grand de produits alimentaires. En tout cas, au niveau de la chaîne de cavistes numéro 1 en Autriche, Wein & Co, ils avaient fermé leurs 20 magasins depuis le début du confinement pour réouvrir certains magasins après Pâques, et à présent, ils sont tous ouverts. Ce qui est intéressant à mentionner, c'est également aux Pays-Bas que les drives se sont développés pendant le confinement pour que le consommateur puisse récupérer ses commandes sans contact, en toute sécurité. Et c'est aussi ces Wine Outlets qui étaient ouverts sur rendez-vous pour au maximum 2 personnes par visite. Sans transition, nous passons à présent à la Belgique. Donc la Team France Export est à vos côtés, aussi dans la zone rhénane. Donc direction Bruxelles pour retrouver Florent Titon de la CCI France-Belgique, avec un invité de marque, Chris Limon, président donc de la Guilde des sommeliers de Belgique. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, comme annoncé, je travaille à la CCI France-Belgique et donc j'opère aussi sur la zone rhénane dans le secteur vin. Et donc aujourd'hui, voilà, nous avons la chance d'avoir Monsieur Limon, qui est président de la Guilde des sommeliers de Belgique et qui a été également meilleur sommelier de Belgique sur l'année 2010. Donc Monsieur Limon, aujourd'hui, si vous êtes là, c'est surtout parce qu'on aimerait avoir en fait votre ressenti un petit peu sur la crise sanitaire et son influence sur le secteur du vin en Belgique, et si vous aviez éventuellement des conseils à donner pour les vignerons français qui souhaiteraient travailler sur la Belgique au cours des prochains mois. Ben oui, comme un peu partout dans l'Europe entière, on souffre fort quand même, surtout en restauration, c'est très difficile. On voit d'un côté des choses très difficiles et pas possible de travailler, donc des bases de vente énormes. En même temps que mon collègue du Pays-Bas a dit, on remarque quand même une croissance de vente en grande surface et online, ce qui jute vraiment, qui a des très bonnes ventes online. Donc, on voit un changement de consommation, surtout en Belgique, qui est un pays un peu difficile ou compliqué avec les deux parties et Bruxelles entre les deux. On voit qu'en Wallonie, la consommation baisse quand même forte. En Flandre, bon, ça va assez bien, mais comme les restaurants et toute l'Horeca,
n'est pas possible d'ouvrir, il y a beaucoup moins de consommation, tandis que les gens ils boivent chez eux. Donc ça, on remarque vraiment. Et les commerces qui sont bien sur l'internet, où ça va très facile pour les livraisons, on voit une vente assez bien quand même. Donc ça, c'est une première partie, la chose online. Deuxièmement, on remarque quand même fort, si je parle avec des collègues et tout ça, que la consommation est orientée vers les vins de qualité, et surtout aussi il y a une très forte demande après des vins bio. Donc c'est un problème sanitaire, le Covid. Les gens ils sont très ils remarquent que la santé est très importante. Donc là, ils font vraiment des bonnes... ils regardent après la qualité et aussi le prix. En Belgique, on aime bien de faire la fête, donc on aime bien de payer aussi pour un bon produit. Le prix de consommation, ça a augmenté un tout petit peu, sauf le problème, comme on aime bien les bulles, le champagne, les créments de partout en France, là, il y a vraiment très peu de ventes, on remarque. Donc ça, c'est quand même un problème. Moins mais mieux en qualité et en quantité. Je crois que pour les producteurs en France, c'est très important, comme le collègue du Pays-Bas a déjà dit, qu'on soit en contact, qu'on communique très bien et qu'on organise des choses comme ceci, donc des webinaires pour tenir les gens au courant de ce qui se passe, parce que nous, on n'a pas la possibilité pour l'instant d'y aller non plus dans les vignobles, alors pour s'informer sur place, pour faire des dégustations. Et là, on a en Belgique un peu deux choses. En effet, les apéros online, et on fait quand même pas mal de dégustations aussi online, ce qui est un peu difficile à organiser quand même mais il y a eu des choses qui sont réglées par des vendeurs de vin qui ont quand même fait beaucoup d'efforts pour organiser, mais c'est pas si simple que ça. Donc je vois qu'on n'a su deux pas. Ceux qui sont vraiment très bien organisés online, ils font un très bon travail. Ceux qui doivent travailler plutôt en direct avec des personnes en contact, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est bizarre. On espère aussi, et ça c'est pas encore clair pour l'instant, que les restaurants peuvent s'ouvrir. S'ils peuvent ouvrir, ça va quand même pas être la même chose qu'avant. Il y aura beaucoup de choses qui sont obligatoires à faire et à remarquer et à tenir compte. Donc, je vois aussi dans le futur une autre sensation dans des restaurants et des bars où ce qu'on consomme, où ce qu'on aime bien de consommer. Mais ça sera pas pour cette année-ci où ça va se reprendre comme avant. Je pense ici en Belgique, d'ici un an, on espère de retourner vers une vie un peu normale, je vais dire. Ok, voilà. Très bien, merci Chris, merci à vous deux pour ce témoignage. Le grand gagnant de la crise, vous l'aurez compris, c'est la grande distribution. On note un plus 8% en Allemagne, plus 14% en Belgique et un plus 4% aux Pays-Bas, rien qu'au mois de mars. En Allemagne, c'est vraiment la course-poursuite dans les allées des supermarchés. Les consommateurs sont trop occupés à chercher le supermarché vendant encore quelques rouleaux de papier toilette ou quelques grammes de farine, si bien qu'on achète des vins de marque. C'est un repère, c'est plus simple, on perd pas de temps. C'est une garantie pour eux, pas de mauvaises surprises. Ce qui est intéressant à vous signaler, c'est en Suisse, la fermeture des frontières a mis fin en fait au tourisme d'achat.
de façon provisoire, on va dire, et ce qui a permis de doper les ventes des vins locaux en Suisse romande. Les Suisses ne peuvent pas se rendre dans les supermarchés français ou acheter directement chez les vignerons français. Vous l'aurez compris, l'autre canal de distribution qui explose, c'est vraiment la vente en ligne, et ça dans tous les pays. Donc on note par exemple un plus 50% pour le leader en Allemagne de la vente en ligne Avesco, ou alors le site Vierwinzer qui met en avant des vins de vignerons, un plus 80%. En général, c'est un tabou en Allemagne, en tout cas en ligne, de parler, on bannit les mots Covid-19, Corona, confinement, quarantaine. La seule exception, c'est Geile Weine, un opérateur, on va dire challenger de la vente en ligne, qui lui propose des coffrets découvertes pendant la quarantaine à 72 €. Un autre exemple, c'est Vinos, un spécialiste en vin espagnol, qui propose lui des coffrets dégustation en ligne. Donc 4 vins espagnols, 2 verres Schwarzwälder et une dégustation en ligne sur Facebook 10 jours après l'envoi, le tout pour 28,90 € avec les frais de port offerts. Jean-Denis en Autriche nous disait que chez Wine & Co, la vente en ligne a triplé. En revanche, en Slovénie, un petit bémol, donc la vente en ligne a considérablement profité de la crise sanitaire sans pour autant pouvoir compenser à 100% la baisse du chiffre d'affaires, notamment des cavistes. Ce qui est intéressant également, au niveau des Pays-Bas, on constate vraiment une explosion du nombre de newsletters avec des promotions à gogo. Quelles sont les initiatives outre-Rhin, les initiatives locales? Il y a de très bons exemples. Donc la zone rhénane, toute la zone rhénane est solidaire. Donc tout d'abord, le soutien complet aux restaurateurs, avec des bons d'achat pour les restaurants à utiliser dès leur réouverture. Donc on le retrouve vraiment dans tous les pays, et même en Allemagne, il y a des bons d'achat dédiés uniquement pour les consommations boissons dans les restaurants avec Prost Spender. On note aussi de belles initiatives au niveau du soutien aux producteurs, donc notamment avec la plateforme en Allemagne Cheers with Me. C'est une plateforme gratuite de dégustation en ligne. Il y a plus de 100 vignerons et cavistes en fait qui ont proposé en 3 semaines des dégustations à plus de 1000 participants. Il y a également des prestataires qui proposent de créer gratuitement des boutiques en ligne pour les vignerons allemands. L'association des sommeliers allemands est quant à elle allée directement dans les vignes pour aider les producteurs des grands crus allemands, donc les VDP, et sinon tous les pays producteurs de la zone ont leur plateforme, comme pour Österreich Wein, pour mettre en avant donc la vente en ligne des vignerons locaux. L'information très importante en cette fin de confinement, c'est en Autriche qu'elle vient. C'est donc la suppression des droits d'accise sur les vins mousseux. Elle avait été introduite en 2014. Il a été prévu qu'elle soit supprimée en 2022, et donc ça a été avancé. Fini les 75 centimes par bouteille. C'était considéré comme une trop grosse concurrence pour le Friesante par rapport aux producteurs autrichiens. Au niveau des initiatives locales, la zone rhénane est aussi très créative. Notamment en Allemagne, à Berlin, qui a transformé en fait en livre de recettes géant la ville, avec plus de 200 pages affichées. On voit pas la slide.
voilà, 10 restaurants berlinois. En fait, la Berlin Food Week n'aura pas lieu cet automne, donc ils ont profité d'afficher des recettes. C'est également nos amis autrichiens, un producteur qui a créé la cuvée Fuck Corona. Il existe aussi la cuvée Home Office du même domaine, ou alors la bière du déconfinement créée par le Brussels Beer Project. Ou encore, vous l'avez certainement vu, donc ce graphiste slovène qui a détourné des logos pour faire de la prévention. Et encore également, on l'a vu beaucoup sur les réseaux sociaux, donc c'est ce restaurateur qui a mis en place des mini-serres en fait pour organiser à Amsterdam donc des déjeuners en tête-à-tête en toute sécurité. Nous retrouvons à présent l'autre barbu de l'équipe à Vienne. Non, ce n'est pas Conchita Wurst, mais bel et bien Jean-Denis Morichon, en compagnie de l'importateur Sergio Nodon. Moin Zeit. Bonjour. Jean-Denis. Allô? Vous allez où? Oui, je pense qu'il y a un petit souci de connexion avec Sergio. Bonjour Sergio, vous nous entendez? Oui, et vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Approchez-vous bien de votre microphone. Bonjour, bienvenue. C'est mieux comme ça? Très bien, oui. Bon, merci pour l'invitation. On vous écoute, Sergio. Donc, quel est votre ressenti en Autriche, plus particulièrement à Vienne, au niveau de la restauration? Qu'est-ce que vous avez constaté? Effectivement, ce que je peux dire, c'est que j'ai les mêmes impressions que Joris a eu aux Pays-Bas, avec la grande différence que ici on parle d'un pays qui est producteur de vin et un pays qui a une population qui est très fière de sa production de vin. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que sur une consommation totale de à peu près de 150 millions de litres de vin, la consommation de vin importé, c'est à peu près 50 millions de litres. Donc, c'est clair que la consommation principale ici, c'est des vins locaux. Par contre, il y a toujours un intérêt montant sur les vins de qualité qui viennent de l'étranger, notamment de la France, qui est un pays considéré un pays de production de qualité, logiquement. Le prix moyen d'achat est assez élevé, c'est logiquement le plus élevé de tous les pays étrangers. Par contre, la situation Corona est en train de changer la vision du marché. La consommation, normalement, ici, est faite 57% dans la gastronomie, donc hôtels, restaurants et bars. Et la consommation à la maison représente à peu près le 37%. Le restant, c'est les achats faits par les touristes. Logiquement, dans ces 2 mois de lockdown, 57% de consommation chez les gastronomes, les hôtels, les restaurants et les bars, achetés à zéro. Et donc, les gens ont acheté davantage pour consommer chez eux. Et effectivement, j'ai parlé récemment avec un responsable de la Poste qui m'a dit qu'en général, les livraisons faites par la Poste ont augmenté à peu près du 25%. Chose qui est très intéressante, mais qui, à mon avis, va effectivement changer les habitudes d'achat des gens. D'abord, les clients sont en train de commencer à acheter des quantités plus importantes. Au lieu de faire, comme vous disiez avant, des achats, une bouteille ici, une bouteille dans un autre magasin, etc. Ils sont prêts à acheter des cartons panachés, parfois, mais aussi des cartons de 6 bouteilles pour chaque main. Ensuite, ils prennent l'habitude d'être
effectivement plus curieux et de ne pas boire seulement le vin qu'ils connaissent déjà, mais comme ils ont passé plus de temps sur le net, ils ont aussi eu plus de temps de prendre des informations et d'ouvrir leur esprit à d'autres produits. Et effectivement, moi je trouve que même si quelqu'un a dit que cette situation aurait été très difficile pour la gastronomie, etc., effectivement, elle est parce que pas mal de restaurants ont perdu entre le 30 et le 50% des places assises. Par contre, il y a de fortes possibilités pour un changement de mentalité de la part des consommateurs, une ouverture d'esprit, et surtout un intérêt pour les vins de haute qualité. Donc, plutôt pour tout ce qui est les produits en importation, premium, super premium et luxury. Parce que effectivement, s'ils doivent acheter des produits à bon marché, ils achètent des produits locaux. Et par contre, une différence énorme que je viens de noter, si en Allemagne, les champagnes ou les mousseux en général sont considérés des vins festifs, ici, il y a un intérêt énorme pour la consommation courante de mousseux, pas seulement autrichiens, logiquement, mais des vins mousseux de France. Et logiquement, aussi d'Italie. Mais si on pense à un vin de qualité, un vin mousseux de qualité, directement, de manière presque automatique, on pense au vin mousseux français. Donc, moi, je vois cette situation de Corona comme une situation de passage entre une manière de consommer le vin traditionnel vers une manière de consommer le vin plus ouverte et plus moderne. Surtout pour un pays autrichien qui a été un pays traditionnel, la question de finalement être présent sur le net et surtout en tant que consommateur devoir regarder tout ça sur Internet ouvre effectivement les esprits parce qu'ils ont la tendance de s'informer davantage, chose qu'ils ne faisaient pas avant. Ça, c'est un avis que j'ai effectivement partagé avec des collègues et on est tous on est tous de la même opinion. Sur ce système, je trouve que le travail de Business France et France Export est très important parce que c'est quand même l'antenne principale de communication entre les vignerons, entre les comités interprofessionnels et le marché local. Donc, notre travail d'importateur est effectivement aidé par le travail de France Export. Je trouve qu'il faut effectivement contrôler cette situation de près et aider ce type de changement à devenir réel. Voilà. Merci Sergio pour ce témoignage. Vielen Dank. Tschüss. Baba. Parlons à présent de la sortie de la crise, les prévisions économiques. Donc avec méthode et discipline, la vie économique reprend des couleurs plus rapidement que dans la plupart des autres pays européens. Donc la grande question, c'est est-ce que les effets de la crise vont être réellement effacés d'ici fin 2020, comme on nous l'annonce? En tout cas, l'Autriche et le Luxembourg font partie des pays les moins touchés économiquement en Europe. À noter tout de même des faillites qui sont programmées dans le CHR. Même en Suisse, il y a environ un tiers des restaurateurs qui sont menacés de faillite actuellement d'après leur fédération gastro-suisse. La situation financière est incertaine aussi, notamment pour les grands magasins. Donc, par exemple, Galeria Karstadt Kaufhof, qui a fait sa fusion ces derniers mois en Allemagne. Eux, ils envisagent de fermer la moitié de leurs 170 magasins. Également, les chaînes de restaurants Vapiano, qu'on retrouve dans la plupart de nos pays de la zone, et Mareno, qui ont annoncé aussi leur faillite.
Et aussi au niveau de la bière, il y a de grandes difficultés au niveau des brasseries. Donc par exemple en Allemagne, en Bavière, la brasserie familiale Wernecker Bierbrauerei a déposé le bilan après 400 ans d'existence. C'est au niveau de la bière, à vous signaler par exemple que la bière Schumacher de vos soirées Bonjour Provine a augmenté de 10 centimes en raison du Covid-19. Donc le verre de 0,25 qui est maintenant proposé à 2,40 € au lieu de 2,30 €. La grande question, c'est aussi est-ce que les cavistes vont réussir à survivre, à faire face à cette crise. La prochaine la prochaine diapo, ce sont les opportunités qu'on a identifiées au niveau de la zone. Donc ça reprend plus ou moins les témoignages qu'on a eu de nos 4 professionnels. Donc au niveau de l'Allemagne, ce sont surtout les vins de cépage qui sont recherchés, le consommé de suite, les vins réduits en alcool, et puis le côté vegan, le côté bio qu'on peut aussi constater aux Pays-Bas ou encore au Luxembourg. Le crément, les vins perlés, les mousseux en général vont refaire certainement leur comeback avec la Libération. C'est l'occasion de saluer notre champenoise de l'équipe, Aurélie Ressio, qui est basée à Düsseldorf. Au niveau des rouges, il y a certainement des choses à faire en des vins rouges en Slovénie et en Luxembourg, donc des vins qui sont différents par rapport aux rouges traditionnels slovènes. Les Luxembourgeois sont de grands consommateurs de vins rouges, même en été, ce qui est plus compliqué pour les autres pays. À noter la hausse des ventes du rosé en Belgique. Au niveau des spiritueux, ce sont plutôt les produits de qualité au marketing soigné en Autriche, Slovénie, et le côté innovant et sophistiqué sont recherchés en Suisse. À noter également la montée en puissance des spiritueux sans alcool, aussi bien en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Au niveau des bières, on ressent un regain d'intérêt au niveau des bières artisanales, donc plutôt comme une spécialité, les bières régionales et même en Allemagne au niveau des bières panachées, il y a un regain d'intérêt. Voilà, et au niveau des cidres, le cidre se développe sur nos marchés, ça devient vraiment une alternative au vin et à la bière classique, et c'est notamment le côté cider, donc le côté un peu plus anglais, le côté plus sur le fruit qui est recherché, et notamment au petit format pour notamment l'Allemagne. Voilà, pour finir, quelques conseils d'approche. Qui reprend également les témoignages de nos différents intervenants. Tout d'abord, renforcer la présence digitale pour garder un lien avec les importateurs, leur montrer son engagement même en période difficile. Prendre le temps de retravailler ses supports commerciaux en communiquant encore plus sur l'authenticité, l'origine de ses produits. Ça, c'est vraiment un thème récurrent dans notre zone depuis le confinement. Vérifier son rapport qualité-prix en restant cohérent avec son projet export, donc de ne pas brader ses vins, ses bières, mais proposer vraiment le juste prix. Et puis déjà, vous organisez votre automne. On sait très bien que ça va être compliqué pour vous, très sportif, donc proposez dès à présent à vos partenaires de participer aux prochaines foires au vin pour vraiment essayer de planifier au mieux votre automne. Il en a de même pour l'été. Rappelez à vos contacts qui sont les bienvenus au domaine, s'ils sont en vacances à proximité de chez vous. Ça peut être qu'un plus pour renforcer les liens avec vos partenaires. Et également, donc tout ce qui est dégustation en ligne, s'intéresser aux nouveaux formats dématérialisés et au testing. Donc au niveau de notre zone, on est en train de développer de nouveaux formats de dégustation en ligne
pour les importateurs, pour les professionnels. Et au niveau de la prospection, relancer la machine, mais vraiment à très petite dose. Nous, on a beaucoup de retours terrain d'importateurs qui nous disent qu'ils sont sursollicités actuellement par les producteurs. Donc, il ne faut pas, bien entendu, les bousculer et les approcher de façon très ciblée, de façon très personnalisée, en ciblant, bien entendu, plutôt le on-trade, le off-trade, pardon, que le on-trade qui est très impacté par le Covid-19. Voilà, on a un peu débordé niveau temps. Vous nous en excuserez, mais bon, c'était 7 marchés à traiter en peu de temps. Pour toute précision, sachez qu'on est vraiment là pour vous tout au long de l'année, donc toute notre équipe, aussi bien donc la CCI France Belgique que Business France. Et donc, suivez notre fil d'actualité via notre hashtag Montvin Outre-Rhin. Et donc, à très bientôt et place à présent aux questions, je pense, Marion. Merci Denis, merci à vous tous pour ces très belles présentations, très intéressantes et très vivantes. Nous allons tout de suite passer aux questions. Une première question écrite qui porte sur les vins effervescents, à la fois le champagne, à la fois les créments. Plusieurs personnes ont réagi aux propos de Sergio qui nous disait que le marché était ouvert aux vins effervescents. Est-ce que vous avez peut-être des précisions à nous apporter sur ce segment de marché, notamment est-ce que vous pouvez préciser la concurrence des vins étrangers? On pense notamment au Cava et au Prosecco. Sergio? Oui, alors la concurrence, d'abord, il faut toujours faire une différence entre méthode traditionnelle et méthode Sherma, si on veut faire ça avec le client final. Ça, c'est quand même une chose qu'on oublie de faire, parce que parfois, je discute avec des personnes qui comparent des mousseux. Je leur dis, écoutez, on ne peut pas comparer les produits de cette manière. Ça, comparer les produits de cette manière, c'est comparer, on pourrait comparer n'importe quel type de bulle, donc eau minérale gazeuse, coca, Prosecco et méthode traditionnelle, méthode champenoise. D'abord, la chose importante, c'est de commencer à communiquer très bien sur ce point-là. Ensuite, moi, je trouve, je fais toujours un exemple très simple. Pourquoi les créments n'ont pas aujourd'hui autant de succès que le Prosecco? Logiquement, on parle toujours de deux manières de production différentes, mais on parle parfois de catégories de prix qui sont similaires. Je crois que parfois, une chose qui manque, c'est des méthodes de communication un peu fédérées de la part des producteurs. Ce que je vois et la perception du consommateur final, c'est que de la France, on connaît principalement Champagne, Bordeaux, Provence. Le reste est de difficile approche pour le client final. Même la parole crément, c'est une parole, c'est un mot qu'on voit parfois de manière, si je peux dire, je ne trouve pas le mot, mais effectivement, on pense crément, qu'est-ce que c'est? C'était un mot que j'ai déjà entendu, mais c'est pas clair. Donc, ce qu'il faudrait faire, à mon avis, c'est faire des communications hyper ciblées, fédérées, avoir des comités qui communiquent de manière forte et utiliser peut-être les mêmes méthodes de marketing que Prosecco a utilisé dans le monde. Si un produit qui est fait avec un cépage qui n'est pas un cépage vraiment monstrueux en termes de qualité, a fait autant de succès, on peut effectivement chercher de répliquer ce succès avec des produits qui ont quand même un héritage et qui sont issus de cépages qui sont plus importants. Par contre, il faut avoir le courage de penser out of the box
et tenter de effectivement communiquer, comme je disais tout à l'heure, de manière plus fédérée, plus compacte. Aujourd'hui, la communication est de beaucoup de produits, de pas mal d'appellations contrôlées et déléguées à la compétence personnelle d'un vigneron. Non, ça, il faut effectivement être plus fort et avoir plus de cohésion. Et c'est à mon avis, celle-ci, effectivement, est la clé pour pouvoir avoir beaucoup plus de succès avec des produits qui sont effectivement de très bonne qualité. Merci pour ce message. On aura compris, donc, jouer davantage collectif sur les marques AOC que sont le champagne et les créments. J'ai une question qui est plutôt générale autour des vins rouges. Marie-Noël et Michel Maringot nous demandent est-ce qu'il va y avoir une évolution sur les gammes de prix des vins rouges? Est-ce que les consommateurs vont se replier sur des vins moins chers? Est-ce qu'au contraire, ce sont des vins premium qui vont être davantage recherchés? C'est une question générale, hein, je pense, qui porte sur les différents pays que nous avons explorés aujourd'hui. Donc, nous allons peut-être nous tourner vers la Belgique, qui est un pays fort consommateur de vin rouge. Chris, est-ce que vous pouvez répondre à la question? Est-ce que vous pouvez vous prêter un peu à ce jeu de prospective et nous dire quelles seront, est-ce qu'il va y avoir des évolutions de la demande sur les vins rouges? Chris? Oui, voilà. En effet, donc, je remarque moi-même aussi que les soirs, comme on a un peu de temps et un travail un peu différent, on ouvre et on regarde aussi après des vins un peu plus de garde. Donc, surtout des vins rouges, il y a une augmentation de consommation. Donc, finalement, les gens se rendent compte, surtout en privé, s'ils veulent aussi des choses pareilles se passent encore dans l'avenir, il faut mieux prévoir et construire une cave dans l'avenir aussi. Donc, ce qu'on remarque, c'est peut-être un avantage que les gens, d'ici d'un an, 2 ans, vont quand même encore acheter après nous, des vins un peu plus de garde et surtout des bons vins. Donc, c'est ça ce qu'on remarque sur le marché belge, qu'on veut quand même encore investir. J'ai suivi aussi un peu des auctions de vins où les prix sont quand même assez hauts pour l'instant. Donc, finalement, si on survive cette période, je pense bien qu'il y aura quand même, surtout pour la qualité et un bon rapport qualité-prix, mais aussi de différents produits de qualité sur le marché en Belgique, il n'y aura pas de problème. D'accord, merci bien. En Allemagne, peut-être, vous pouvez compléter, Sergio? Denis, pardon. Oui, ce qu'on constate ces dernières années, c'est que le rouge a entièrement sa place, mais c'est plutôt l'hiver et l'automne que c'est consommé. Faut savoir que les Allemands sont les premiers consommateurs de barbecue en Europe, et donc l'été c'est plutôt le blanc et le rosé. Et il y a beaucoup d'acheteurs qui nous disaient que ça a été une catastrophe l'été dernier avec le rouge. Ils avaient commandé beaucoup de rouge et finalement les consommateurs n'ont pas suivi, se sont plutôt orientés vers des vins fruités, vers des mousseux que vers des rouges. Mais concernant les prix des rouges, est-ce qu'il va y avoir des évolutions? Ou est-ce que c'est plutôt un label qu'ils vont rechercher comme les vins bio? C'est difficile à dire peut-être. C'est difficile à dire. En tout cas, on constate une montée en gamme. On est davantage prêt à mettre un peu plus d'argent pour un rouge au fil des années. C'est un constat que nous faisons. Ce qui est important, c'est de pouvoir proposer du consommable de suite. Les Allemands sont vraiment les champions du respect de l'environnement. Les maisons sont très bien isolées. Ils n'ont pas forcément des caves. Ils ne voient pas l'intérêt d'investir dans des caves à vin, si bien qu'ils veulent consommer leur rouge de suite.
Bien, merci. Une question sur la Suisse de Jeanne Villemar qui souhaiterait avoir davantage de détails. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Est-ce que vous avez pu identifier quelques opportunités, Flavie? Flavie, vous êtes là? Alors peut-être on retourne avec Denis. Denis, des opportunités sur le marché suisse? Bien. Oui. Donc, ce qu'il faut retenir de la Suisse, c'est plutôt des consommateurs de vin blanc, d'effervescents. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'ils recherchent de plus en plus des vins réduits en alcool. D'accord. Il faut savoir aussi que ces trois pays, dans un pays, c'est trois approches complètement différentes. La Suisse romande est bien entendu beaucoup plus orientée vers les vins français. La Suisse alémanique, c'est plutôt orienté vers les vins allemands, vers les vins du Nouveau Monde. On sort davantage en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. Donc, on recherche davantage des vins de restauration en Suisse romande. Et par contre, en Suisse italienne, alors là, c'est 50-50. Donc, vous avez les consommateurs de bière, 50%, et les consommateurs de vin, 50%. Et ce sont plutôt des vins italiens et des vins suisses qui sont consommés. D'accord. J'avais envie d'aller voir un petit peu en Slovénie. Même question. Est-ce qu'il y a des opportunités particulières? Peut-être Maya, vous pouvez nous répondre? Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Voilà, donc en ce qui concerne la Slovénie, on n'a pas encore la vision quelles seront les prochaines opportunités. La situation est un petit peu semblable à d'autres pays présentés, à d'autres comme en Allemagne, comme d'autres témoignages. Les opportunités. Il faudrait aller doucement, surtout avec la restauration, parce que la restauration et le tourisme souffrent ont bien souffert. Mais en même temps, je dirais qu'il y a des opportunités dans les niches, dans le bio, dans le rouge qui est différent, bien qu'il faut noter que 66% de la consommation elle est quand même de vin blanc. Donc c'est un petit peu mitigé. On ne sait pas encore, mais on fera par exemple notre testing en janvier pour avancer un petit peu sur ce côté des vins slovènes. Je veux dire des vins français sur le marché slovène. Donc, opportunité, oui, mais y aller doucement, communiquer bien avec vos importateurs et proposer des nouveautés, quelque chose de nouveau, bonne communication, donc, je dirais que le marché actuellement est un petit peu en défi et il faut donc prendre ça en considération. Merci. Je vais passer à une question qui revient souvent dans nos webinaires que tout le monde se pose ici en France. C'est comment sont reçues les dégustations, les e-dégustations, les dégustations via caméra interposée. Est-ce que chacun de vos marchés respectifs y sont habitués ou est-ce que c'est un exercice qu'il vaut mieux éviter? On va commencer par les Pays-Bas avec Joris. De manière brève, Joris, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous pratiquez régulièrement les e-dégustations? Bon, nous, personnellement, nous, comme société, on ne le fait pas, mais on demande à nos fournisseurs de le faire. Et ensuite, ce sont des prestations, dégustations online, Facebook, au moyen des autres manières de connecter. Et ensuite, on donne cette info à nos clients, qui le redonnent même à leurs consommateurs, leurs clients.
Et comme ça, pour avoir suffisamment de participants pour que ce soit intéressant. C'est aussi organisé vers les sommeliers d'envoyer des échantillons pour ensuite organiser la dégustation online pour qu'ils ont les bouteilles en face d'eux avec l'explication du winemaker. Et ça fonctionne très bien et nous recevons des échos, surtout des sommeliers, qu'il y a un intérêt pour faire cela. Merci. En Belgique, Chris, comment vous recevez cet exercice? Oui, pas très évident, honnêtement, mais c'est mieux que rien. Donc, on organise quand même. C'est juste le côté pratique, le côté pour régler toutes les bouteilles et tout ça, ce qui pose quand même des problèmes. Donc, moi, j'ai fait plusieurs dégustations online. On n'a pas tout à fait quand même le même sentiment si on est dans un groupe, mais bon, c'est mieux que rien. Donc, si ça doit aller comme ça, on organise quand même à partir de cette semaine en Belgique aussi des petites dégustations en groupe et bien partagées. Donc, je veux dire, tenant compte avec toutes les règles écrites. Donc, ça se passe de nouveau heureusement et ça donne quand même une autre impression que online, honnêtement. La dégustation, je trouve qu'on doit être ensemble plutôt que virtuel. C'est un exercice évidemment de convivialité aussi. Et en Autriche, Sergio, quelle est votre expérience en matière de dégustation online? Sergio? Écoutez, ça c'était un argument un peu délicat parce que c'est très proche du problème des newsletters. Il ne faut pas en faire trop. À la fois de newsletter et de dégustation online. Parce que si on fait trop et on harasse trop le client final, vu qu'aujourd'hui on n'a pas vraiment le contact avec les restaurateurs qui sont des intermédiaires entre le producteur, l'importateur et le client final, si effectivement on est trop près du client final, on risque de l'ennuyer. Donc, on peut bien entendu faire des dégustations online, on peut envoyer des newsletters, mais il ne faut pas exagérer. Aussi parce que sinon, on va perdre ce côté intéressant. Donc, toutes ces choses-là demandent de l'équilibre. En ce moment, il y a eu une explosion de newsletters et de dégustations online. Il faut continuer à en faire, mais il faut, à mon avis, retrouver un équilibre. Si on en fait trop, tout le monde va perdre l'intérêt, dire ah bon, il y en a toujours, il y en a trop, je ne sais pas quoi choisir et j'en ai marre. Il faut faire attention avec ça parce que c'est très intéressant, mais il ne faut pas vraiment sauter d'un système physique à un système virtuel. Il faut avoir effectivement un mélange d'opportunités. D'accord, donc trouver un vrai équilibre et pas sursolliciter les professionnels que vous êtes. Nous allons passer à la dernière question, une question de Guillaume Peu qui s'interroge sur l'explosion des ventes de vins rosés au Benelux. Il se demande si c'est uniquement dû à la météo ou si c'est une tendance de fond. Que pouvez-vous nous en dire, Chris? Donc, les vins rosés, je pense aussi que là, on doit remercier les producers qui font, après mon avis, un travail impeccable sur les rosés. Donc, la qualité de rosé a augmenté et en Belgique, on remarque ça. Donc, on aime bien même les gens qui avant dégustaient jamais, buvaient jamais du rosé. On peut leur convaincre si la qualité est toujours la même chose chez nous est là. Donc, on voit vraiment une augmentation forte en vin rosé de qualité ou en vin rosé à rapport qualité-prix. Finalement, c'est vraiment un marché qui est étonnant combien de différentes et de différents styles de rosé aussi est en vente. Bien, merci pour votre question. Je pense que nous arrivons à la fin du temps de questions. Merci à nos intervenants pour la qualité de leur témoignage.
Je vais vous remercier vous aussi pour vos questions. Je vous donne rendez-vous le 28 mai à 11h30. Nous allons aller dans la péninsule ibérique et en Italie, explorer donc comment se comportent ces deux pays de l'Europe du Sud. N'oubliez pas qu'à la fin du webinaire, on va vous proposer un petit questionnaire. Remplissez-le s'il vous plaît, ça nous aide à nous améliorer. Vous avez vu qu'aujourd'hui, nous avons pas mal innové avec l'ajout de vidéos. Nous continuons à essayer d'être de plus en plus performants et de plus en plus interactifs dans nos webinaires. Merci à tous de nous suivre. Je vous dis à jeudi prochain 11h30 et d'ici là, portez-vous bien.